Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle session d'information sur Monaco Info. Voici les titres de votre édition. Nous reviendrons sur la soirée caritative au profit de Monaco This is Power qui avait lieu ce jeudi soir en présence du souverain. Stéphane Valéry reçoit les représentants du personnel du site monégasque de l'industrie Borg-Warner. Coup de projecteur sur l'association Les Artistes du Monde qui s'était réunie pour la première fois en principauté. Direction Paris pour parler des cétacés du sanctuaire Pélagos à l'occasion d'une conférence qui avait lieu à la Maison des Océans. Et enfin, nous terminerons comme chaque jour de cette semaine avec votre rendez-vous consacré au Monte Carlo Rolex Master en fin de journal. Le Yacht Club de Monaco accueillait ce jeudi soir une soirée caritative au profit de Monaco This is Power. Le souverain et plusieurs personnalités de la principauté étaient venus soutenir cette association monégasque qui œuvre pour faciliter le quotidien des personnes atteintes de handicap. Alexandra Pani vous en dit plus. Il n'est pas toujours évident de naître différent. L'association Monaco This is Power lutte depuis 2007 pour apporter un soutien et des structures d'accueil aux enfants et adultes souffrant d'handicaps mentaux, physiques ou de maladies mentales. Et afin de soutenir leur initiative, l'association a organisé jeudi une soirée caritative en présence du prince Albert II et de nombreuses personnalités de la principauté au Yacht Club de Monaco. Une vente aux enchères ainsi qu'une tombola ont été proposées aux invités. L'ensemble des bénéfices de la soirée ont été reversés au profit de l'association afin de pérenniser les actions réalisées au sein de la Maison d'Amélie, ouverte l'été dernier à Annotte. Alors la Maison d'Amélie est un concept un petit peu novateur. Elle fonctionne sur un concept et un principe de gîte, comme un gîte de vacances traditionnel, mais je dirais un gîte plus avec des prestations optimum et adapté aux personnes souffrant de handicap, et on met à disposition un ensemble d'équipements pour faciliter leur mode de vie, leur intégration et les loisirs. Nous pouvons avec joie et vraiment beaucoup de sérénité envisager l'avenir de la maison puisque nous avons des retours vraiment extrêmement intéressants avec des très jolis projets qui s'y construisent en matière de développement de l'autonomie, de séjours de répit, de séjours de rupture, et nous sommes très heureux. La Maison d'Amélie est véritablement un lieu de vie et de rencontre, un lieu de répit pour les familles. Ces séjours leur offrent un cadre pour se ressourcer et se reposer. Ces maladies sont très, on va dire, examinées de près par des neurobiologistes, c'est-à-dire des personnes qui connaissent parfaitement la chimie, les fonctionnements des cellules dans le cerveau, et qui sont capables maintenant de montrer comment, à partir de différences dans les gènes, dans les chromosomes, il peut y avoir des constitutions très différentes des réseaux, de la compréhension, des apprentissages, de la mémoire. Et donc c'est toute une science médicale de ce qu'on appelle du neurodéveloppement qui est très importante. Ces personnes différentes ont droit à une société qui les soutient et qui les accueille. Prochain rendez-vous de l'association sur le port de Monaco à la rentrée. Monaco This is Power organisera le 13 septembre prochain à partir de 11h des promenades en automobile classique de collection pour une journée sous le signe de la générosité. Vous le savez sans doute, il y a maintenant plusieurs semaines, la fermeture du site Borg-Warner en principauté a été annoncée. Une fermeture qui provoque bien sûr la perte de nombreux emplois, mais un plan social a vu le jour avec l'appui du gouvernement princier. Un reportage de Sandrine Nègre. 2015, c'est l'année qui a donc été choisie pour la fermeture du site de Fontvieille de Borg-Warner, spécialisé dans l'industrie automobile. Plus de 150 personnes salariées en CDD et intérimaires ont appris la nouvelle pendant l'hiver. Les semaines se sont enchaînées, mais un plan social correct a vu le jour avec le soutien du gouvernement et à travers un dialogue constructif établi entre l'employeur et les représentants du personnel. L'un des objectifs de cette réunion organisée au ministère d'État était d'ailleurs de remercier le gouvernement pour le travail accompli dans ce dossier. Même si on ne peut pas se réjouir du départ d'une entreprise de Monaco et des licenciements qui l'accompagnent, je crois qu'on peut constater, et les salariés sont venus me le dire, que nous avons fait du bon travail et que le plan aujourd'hui qui est proposé donc pour les licenciements collectifs est un bon plan pour les salariés, puisque nous avons pu
obtenir de la direction, par exemple 9 fois plus que les indemnités légales minimales pour l'indemnité de licenciement. Si on prend un exemple donc, d'un salarié à 2 000 € par mois qui a 20 ans d'ancienneté, il partira avec 72 000 € d'indemnité. Et puis peut-être encore plus important, c'est l'accompagnement pour le retour à l'emploi. Et pour cela, donc, il y a 20 000 € qui seront débloqués pour la formation par salarié, donc pour le retour à l'emploi par l'entreprise. Et puis il y a un cabinet qui sera pendant une année, un cabinet spécialisé donc d'aide au recrutement qui sera financé par l'entreprise pour les salariés. Quant au gouvernement, j'ai confirmé aujourd'hui donc au personnel présent que nous pourrions inscrire toutes les personnes qui le souhaitent auprès du service de l'emploi pour les aider à retrouver un travail en principauté de Monaco. On a plus l'habitude effectivement de voir, je dirais, des salariés ou des syndicats venir porter des revendications, ce qui est parfaitement légitime, mais il est appréciable et juste effectivement quand les résultats sont là, de le reconnaître et de le dire. Et donc j'ai apprécié leur démarche, puisqu'ils sont venus essentiellement ce matin exprimer leurs remerciements, pas seulement à mon travail et à moi-même, mais à celui de la direction du travail, de l'inspection du travail, et puis des remerciements à l'ensemble du gouvernement princier. Je tiens aussi à remercier la direction et l'actionnaire de Borg-Warner, qui a été très clairement à notre écoute et qui a permis beaucoup d'avancer ces dernières semaines. Après l'annonce de l'arrêt de la production sur les 4 750 mètres carrés de l'équipementier automobile sur le sol monégasque, les délégués du personnel avaient mandaté une avocate pour les accompagner, les conseiller et les guider. Ce qu'on peut annoncer à nos collègues, c'est qu'on a réussi, grâce au soutien du gouvernement, du soutien de notre avocate, qu'on profite aussi de l'occasion pour la remercier pour l'effort, le travail fourni. Donc au final, nous avons réussi à avoir un plan avec des conditions de départ convenables pour une grande majorité du personnel, même si néanmoins ça ne remplacera jamais l'emploi perdu. Mais globalement, dans l'ensemble, le plan est convenable pour tout le monde, avec des mesures concrètes d'aide au retour à l'emploi et des indemnités justes. Je tenais également à remercier M. Stéphane Valéry, M. Bessy pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté durant les négociations. Donc, comme le disait M. Yeo, leur écoute et la disponibilité dont ils ont su faire preuve durant ces moments et ces discussions tendues et longues et difficiles. Un plan social qui a donc été signé chez Borg-Warner le 8 avril, une semaine avant cette réunion ministère d'État. Ils sont une centaine à exposer à l'espace Léo Ferré jusqu'au 21 avril prochain. Les artistes du monde se retrouvent pour la première fois en principauté. Cette association a noué un partenariat avec la Nuit des associations qui est une initiative monégasque. Les explications de Patricia Navarro. C'est une exposition d'art contemporain pas tout à fait comme les autres qui est organisée jusqu'au 21 avril à l'espace Léo Ferré. Cet événement, qui réunit pas moins d'une centaine d'artistes, a pour toile de fond un but caritatif. Franck Nicolas, qui est à l'origine de la création de la Nuit des associations à Monaco, organise en effet en parallèle de cette exposition aux multifacettes une grande vente aux enchères samedi. C'est vrai qu'on s'est servi quand même de la base de données des artistes du monde qui ont vraiment été la cheville ouvrière de cette organisation. Nous, on est un peu novices dans ces actions-là. Mais en revanche, la centaine d'artistes a répondu présent, pensant que justement parce que c'était une première, il y avait moyen de pérenniser cet événement à travers le temps. Mais aussi, il y a vraiment quelque chose qu'il faut retenir, c'est que les artistes qui viennent aujourd'hui ont été sollicités pour offrir une œuvre qui servira de base de la vente aux enchères de l'année prochaine. Et cette histoire de pérenniser non seulement l'exposition, mais aussi une participation avec la Nuit des associations. Qu'allez-vous faire des fonds récoltés? Qu'envisagez-vous? D'une part, les fonds récoltés seront mis avec les jackpots du cœur, et d'autre part, vont servir aussi au développement du passeport associatif, puisque nous, notre idée, c'est que tous les bénévoles de la Principauté de Monaco, je rappelle qu'il y a 1000 associations en Principauté de Monaco, c'est que tous les bénévoles et leur passeport associatif d'offert. Ce qui fait qu'au bout de la deuxième année, ce sera un financement automatique d'autres projets caritatifs.
Et parmi la centaine d'artistes qui exposent à l'espace Léo Ferré, il y a Isabelle Bartoli. L'une de ses œuvres, Hommage à Grace Kelly, sera au cœur de la vente aux enchères au profit de la Nuit des associations. Elle a été signée par le prince Albert II. L'artiste n'en attendait pas tant il y a encore un an. Un pur hasard à Cannes l'année dernière lors de l'exposition des artistes du monde. Et Francky Nicolas est passé dans mon stand et a eu un coup de cœur pour cette œuvre qui a aujourd'hui arrive. Et je vais vous dire une anecdote. Je souhaitais vraiment qu'elle arrive au Palais. Vraiment. Cette toile représente tout simplement l'amour que j'ai pour Grace Kelly, avant tout, qui est une grande dame, qui aujourd'hui est parmi les étoiles. D'ailleurs, on peut voir les étoiles qui sont légèrement collées. Et j'ai voulu la rendre intemporelle, parce qu'elle est intemporelle. Et dans ce collage, j'ai mis un livre, comme sa vie qui défile, qui sera infinie, qui sera intemporelle, et quelqu'un que j'affectionne particulièrement. Pour participer à une belle action ou tout simplement pour vous faire plaisir si vous êtes amateur d'art, rendez-vous donc ce samedi à partir de 16h à l'espace Léo Ferré pour la vente aux enchères de 75 œuvres, toutes en provenance de la collection privée du prince Albert II. Le deuxième mercredi de chaque mois, la Maison des Océans donne la parole aux grands acteurs du monde marin. Ce mois-ci, il était question des cétacés du sanctuaire Pélagos. Une équipe de Monaco Info était présente à Paris pour suivre cette nouvelle conférence. C'est un espace unique en son genre. Le sanctuaire Pélagos est un espace maritime qui se situe entre la presqu'île de Gien et la fin de la Toscane en Italie et qui englobe la Corse et le nord de la Sardaigne. Sa création résulte d'un accord signé en 1999 entre la France, l'Italie et la Principauté de Monaco. Accord qui est entré en vigueur en 2002. Le sanctuaire Pélagos a pour particularité d'être la seule aire marine protégée en haute mer. Des recherches y sont régulièrement menées. Les équipes du WWF, par exemple, suivent et étudient les cétacés du sanctuaire. On s'est mis à la place du gestionnaire. Donc d'abord, on s'est posé la question, combien il y en a ? Donc on a fait un recensement sur le grand dauphin la première année, puis sur les espèces du large, le rorqual et les dauphins bleus et blancs ensuite. On s'est dit, elles sont distribuées comment ? Est-ce qu'elles sont à hasard ou pas ? Donc on a travaillé sur la distribution, on essayait de voir s'il y avait des zones préférentielles. Et puis après, on a un peu plus rentré sur les questions d'écologie des animaux et en se concentrant sur le rorqual commun. Il y a eu 1 ou 2 années où on a tenté de mettre des balises Argos pour voir quels étaient leurs déplacements et surtout où elles allaient l'hiver. Malheureusement, on a un peu payé les frais d'une technologie encore défaillante, donc on a eu très peu de résultats. Et puis après, on s'est posé une question plutôt sur l'état de santé des populations, et en particulier en travaillant sur les 3 grandes espèces, rorqual commun, cachalot, globicéphale, parce que ce sont celles sur lesquelles on peut pratiquer des biopsies. Et au travers de ces biopsies, on essaye à la fois de voir de quelle façon elles sont contaminées par les pollutions qui sont drainées par les rivières essentiellement. Et puis aussi, depuis 4 ans, on fait sur le rorqual commun des tests de grossesse pour voir s'il y a un impact de ces polluants sur le taux de gestation des femelles. 87 500 km² sont donc dédiés à la protection des mammifères marins. On peut notamment rencontrer des rorquals communs, des cachalots ou encore des grands dauphins. Cette zone de gestion tripartite a un grand intérêt scientifique, mais également socio-économique, culturel et éducatif. Les enjeux sont multiples. Évidemment, le sanctuaire abrite de nombreuses espèces marines. On contient plus ou moins, on a rapporté donc 8 espèces principales dans le sanctuaire Pélagos et également de nombreuses activités socio-économiques telles qu'une forte urbanisation côtière, le trafic maritime, la pêche, les activités de whale watching. Donc on est là pour faire en sorte qu'elles soient réalisées dans un cadre durable. L'objectif est donc de concilier le développement des activités socio-économiques avec la protection des mammifères marins et de leur habitat. Des solutions ont été proposées pour améliorer cette cohabitation. C'est le cas, par exemple, pour les collisions avec les bateaux. Un système nommé REP7 a été mis en place en 2007. Il s'agit d'un dispositif permettant de repérer les cétacés afin de ne pas les heurter. Malheureusement, trop peu de bateaux en sont aujourd'hui équipés. Et avant de refermer cette édition, sachez que le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie, Jean Castellini, était reçu ce vendredi matin dans l'émission Face à la presse sur Radio Monaco. Vous allez pouvoir découvrir l'intégralité de cet entretien tout au long du week-end sur Monaco Info.
Ce dimanche, la Principauté sera riche en événements. Tout d'abord aura lieu la finale homme du tournoi de tennis les Rolex Masters, pendant que l'AS Monaco FC recevra les joueurs de l'OGC Nice pour le compte de la 34e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Et enfin, le salon Top Marque présentera pour sa dernière journée les plus beaux supercars du moment au Grimaldi Forum. Et compte tenu de la classique fréquentation touristique constatée sur la Côte d'Azur durant les fêtes de Pâques, sachez que l'accès en Principauté risque d'être très difficile en fin de matinée et en début d'après-midi. Il est donc préférable d'emprunter les transports en commun. Et voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Samedi, des nuages avec un vent plus frais au programme et des températures qui iront de 14 à 18 degrés. Dimanche, toujours un ciel assez nuageux et un thermomètre allant de 14 à 16 degrés. Lundi, un début de semaine pluvieux en perspective avec un mercure identique à la veille. Et enfin, mardi, diminution du risque d'averse avec apparition du soleil par moment et une maximale de 17 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, direction le Monte Carlo Country Club où se déroule le tournoi de tennis les Rolex Masters. Fabien Bonilla et Frédéric Elion vous font vivre l'événement de l'intérieur. Et puis sachez que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site de Monaco Channel. Monaco Channel qui accueille depuis ce vendredi une toute nouvelle chaîne, la chaîne Echo. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.